Bonjour et bienvenue dans ce décryptage. Allez, on attaque tout de suite un sujet qui donne souvent des sueurs froides à n'importe quelle municipalité. La dégradation soudaine d'un de nos bâtiments publics. Bref, aujourd'hui, on se penche sur un véritable guide de survie, pensé sur mesure pour les élus et les cadres territoriaux. Le but, savoir réagir vite et surtout bien face au désordre du patrimoine bâti communal. Pour bien comprendre, validons d'abord une réalité, qui est, disons-le, hyper stressante. Imaginez un peu la scène. Une fissure traversante qui apparaît d'un coup sur le mur de l'école maternelle juste avant la rentrée. Ou alors cette fameuse auréole d'humidité qui n'en finit plus de s'étendre derrière le bureau de l'état civil à la mairie. Pire encore, on découvre un gros défaut d'étanchéité à l'air en plein hiver dans la médiathèque livrée l'année dernière. Ce genre de scénario, c'est la tuile. Ça provoque une rupture nette, brutale du service public. Et là, face à l'urgence, la grande question qui se pose immédiatement, c'est on appelle qui au juste pour défendre les intérêts de la commune? Plus concrètement, quand la crise nous tombe dessus, qui faut-il mobiliser et surtout dans quel ordre pour protéger à la fois le budget et la responsabilité juridique de la collectivité? Partie 1, les 3 familles de désordre ou comment identifier la menace. Parce que oui, pour gérer ce genre de chaos, faut déjà catégoriser le problème. Et on va le voir, absolument aucun bâtiment municipal n'est à l'abri. Mais attention, les pathologies se divisent en 3 grandes familles qu'il ne faut surtout pas confondre. Ce comparatif illustre parfaitement la différence entre les deux premières. D'un côté, on a les dommages structurels. C'est la fissure béante liée au mouvement de terrain, le fameux retrait-gonflement des argiles, ou les risques sismiques. Là, on parle d'un danger immédiat d'effondrement, c'est l'urgence absolue. De l'autre côté, on a l'humidité et les problèmes d'enveloppe. C'est beaucoup plus insidieux. Pensez aux remontées capillaires dans nos vieux murs empisés, par exemple. Ça dégrade le bâtiment lentement, mais sûrement, avec de vrais risques pour la santé publique, comme la prolifération de moisissures. Enfin, la troisième famille, ce sont les malfaçons et les non-conformités dans les travaux récents. En gros, ce sont les défauts d'origine sur des constructions neuves ou des grosses rénovations qui viennent souvent d'une phase de réception, disons, un peu trop précipité. Ça peut être un écart par rapport au cahier des charges, un non-respect des normes environnementales comme l'ARO 2020 ou un défaut d'accessibilité pur et simple. Ce qui nous fait basculer sur la partie 2, l'arsenal juridique de la commune ou comment bien connaître ses droits administratifs. Il est grand temps de démystifier un peu tout ça. Une collectivité, c'est pas un simple consommateur qui a acheté un produit défectueux, c'est un maître d'ouvrage public et à ce titre elle a des armes juridiques solides pour se défendre. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est de tracer la chronologie ultra précise des garanties qu'une municipalité peut activer après la réception des travaux. On a d'abord 1 an pour la garantie de parfait achèvement, ça c'est notre arme absolue contre les malfaçons. Ensuite, 2 ans pour la garantie de bon fonctionnement. Et enfin, 10 ans pour la fameuse garantie décennale qui va couvrir toutes les atteintes majeures à la solidité du bâtiment. Et le pivot central de ce système d'assurance, c'est la dommage ouvrage, ou DO pour les intimes. C'est tout simplement un bouclier financier obligatoire pour la collectivité. Son super pouvoir, elle préfinance très rapidement les réparations qui relèvent de la décennale. Comme ça, pas besoin d'attendre des années qu'un tribunal décide enfin de qui est responsable. Alors, un point vraiment crucial à retenir, c'est le fameux référé administratif. C'est une procédure d'urgence devant le tribunal administratif. Souvent, les petites communes l'ignorent et pourtant c'est d'une efficacité redoutable. Qu'il soit préventif, de constat ou d'expertise, le référé permet de figer les faits une bonne fois pour toutes ou de faire appel à un expert judiciaire neutre pour déterminer les causes. C'est la preuve par excellence. Mais attention, et il faut vraiment insister là-dessus. Agir face à ces désordres, c'est pas juste pour sauver le budget de la commune, c'est une obligation légale de sécurité stricte imposée au maire par le Code général des collectivités territoriales. En clair, fermer les yeux face à un péril grave, ça expose directement l'élu à un risque pénal personnel. On ne plaisante pas avec ça. Allez, on passe à la partie 3, les 72 heures décisives. Comment ne pas faire d'erreur fatale? C'est littéralement le cœur opérationnel de ce décryptage. Les 3 tout premiers jours après la découverte d'un sinistre, c'est du quitte ou double. Il faut avoir les bons réflexes, et vite. Et ça nous donne un plan d'action hyper concret, en 3 étapes qu'on ne peut absolument pas séparer. Étape 1, on sécurise le secteur, priorité absolue aux usagers. Étape 2, on documente et on date tout. On prend des photos, on archive les mails, bref, on trace. Et étape 3, on fige la scène, on pose des témoins si ça évolue et on mandate un expert technique. Et là, on touche à la règle d'or, la mise en garde absolue,
Faire réparer un désordre sans en avoir qualifié la cause, c'est s'enlever toute possibilité d'action en garantie. C'est vraiment l'erreur fatale par excellence. On veut souvent faire une petite réparation cosmétique rapide pour rassurer l'opinion, mais en faisant ça, on détruit la preuve matérielle et la commune perd tous ses recours légaux. Fini. Donc, pour ne pas faire d'erreur, partie 4, mobiliser les bons acteurs. À qui faire appel et à quel moment précis. L'idée, c'est de cartographier nos alliés pour réussir à sortir de ce vrai labyrinthe technique et juridique. Ça résume très bien la situation avec 4 acteurs clés. D'abord, le service technique en interne, qui gère l'urgence immédiate et sécurise. Ensuite, l'assistant à maîtrise d'ouvrage, l'AMO, plutôt en amont, en prévention, avant la réception. Puis, l'expert bâtiment indépendant, qui débarque après la réception pour qualifier scientifiquement le problème. Et enfin, l'avocat spécialisé, qui va se baser sur ce socle technique pour bâtir la stratégie juridique. Pour bien capter le niveau de rigueur technique qu'il faut, regardons un exemple concret tiré de nos sources. Il s'agit du cabinet indépendant AEB 360 qui intervient beaucoup pour les collectivités sur l'arc Rhône-Alpes. En fait, ils utilisent une méthodologie académique et stricte qui s'appelle LOC pour localisation, observation, caractérisation. Et c'est exactement ce type d'approche quasi scientifique qui est vital pour avoir un diagnostic qui tienne vraiment la route face aux assureurs. Mais la condition sine qua non, c'est l'indépendance de cet expert. Une indépendance totale, tant territoriale que financière, vis-à-vis des constructeurs et des compagnies d'assurance. Un vrai expert pour défendre l'intérêt de la commune, il ne doit avoir absolument aucun biais, aucun conflit d'intérêts structurel. C'est crucial. Ce qui nous amène à notre conclusion, partie 5, 3 règles d'or à retenir. C'est le moment de graver dans le marbre les points essentiels de ce guide. Si on devait résumer toute cette stratégie de crise, ça tiendrait en 3 interdictions fondamentales. 1. Ne pas attendre. Le temps détruit la preuve. 2. Ne pas réparer avant d'avoir qualifié le problème. On n'efface jamais la scène de crime. Et 3. Ne pas rester seul. Il faut s'entourer des bonnes compétences techniques et juridiques immédiatement. Finalement, quand une crise de ce genre éclate, elle met directement la collectivité face à ses responsabilités institutionnelles les plus profondes. Ce qui nous laisse avec une vraie réflexion pour finir. La commune est-elle aujourd'hui prête à qualifier, documenter et mobiliser les bonnes ressources pour protéger son patrimoine public ? Face à la complexité, avoir la bonne méthode, une rigueur implacable et une expertise vraiment indépendante, ça reste, et de loin, notre meilleur atout pour défendre l'intérêt général. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous et à très bientôt.